Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va étudier une partie très importante de notre système nerveux. Cette partie est le cervelet. Pour l'étude du cervelet, j'ai choisi le plan suivant qui comporte 5 chapitres. Le premier chapitre est une introduction qui me permet de définir le cervelet. Au deuxième chapitre, on va étudier l'anatomie descriptive détaillée du cervelet. Au troisième chapitre, on va étudier les rapports les plus importants du cervelet. Au quatrième chapitre, on va voir la vascularisation artérielle du cervelet. Enfin, le dernier chapitre comporte une étude du drainage veineux du cervelet. Je commence mon cours par une introduction. Je commence par l'origine étymologique du mot cervelet. En fait, le mot cervelet est un mot français issu d'un mot latin qui est le cérébellum et sa traduction en français est le petit cerveau. En remarquant ce schéma ici, qui représente une vue latérale de l'encéphale, je remarque très bien que le cervelet, en effet, ressemble un peu au cerveau, mais avec une taille nettement plus petite. Le cervelet est une structure anatomique qui fait partie de l'encéphale. Comme vous le savez très bien, l'encéphale est constitué essentiellement par 3 parties qui sont le cerveau en haut, c'est la partie la plus volumineuse. En deuxième position, on trouve le cervelet et enfin, on trouve le tronc cérébral ou bien le tronc encéphalique. Ainsi, le cervelet est une structure anatomique qui appartient au système nerveux central. Je vous rappelle que le système nerveux central est constitué par 2 parties principales qui sont l'encéphale et la moelle spinale ou bien la moelle épinière. Le cervelet est un centre nerveux très important qui est responsable de la régulation de notre activité motrice. Sans plus tarder, je passe à la matrice fondamentale de mon cours qui est l'anatomie descriptive. Je commence mon chapitre par l'étude de l'emplacement du cervelet. Cette diapositive montre le positionnement du cervelet. Sur une vue latérale de l'ensemble de l'encéphale, je peux voir mon cervelet qui est coloré en rouge. Et sur une vue postérieure de l'ensemble de l'encéphale, je peux repérer mon cervelet qui est coloré en marron. Sur une coupe sagittale de la tête, voici le cervelet. Ce dernier occupe le compartiment postérieur de ce qu'on appelle la fosse cérébrale postérieure ou bien la fosse cérébelleuse. Cette diapositive montre les limites de la fosse cérébrale postérieure. Je vous rappelle que la fosse cérébrale postérieure ou bien la fosse cérébelleuse correspond à une loge ostéofibreuse inextensible située au niveau de la partie postéro-inférieure de la fosse crânienne. En fait, cette fosse cérébelleuse est limitée en avant par ce qu'on appelle le clévus. Le clévus correspond à la fusion de la face postérieure du corps de l'os sphénoïde avec la partie antérieure de l'os occipital. En arrière, la fosse cérébelleuse est limitée par l'écaille de l'os occipital. En haut, la fosse cérébelleuse est limitée par l'attente du cervelet qui va séparer cette fosse cérébelleuse de la fosse cérébrale. À l'intérieur de la fosse cérébelleuse, voici le cervelet. À ce niveau-là, le cervelet est placé en arrière du tronc cérébral ou bien du tronc encéphalique et le cervelet est relié au tronc cérébral par l'intermédiaire de 3 formations qu'on appelle les pédoncules cérébelleux. Ces pédoncules sont colorés sur cette vue schématique en rose, en bleu et en vert. Cette coupe sagittale de la tête montre l'emplacement du cervelet au-dessous du cerveau. Ces 2 structures anatomiques sont séparées par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la tente du cervelet.
Je passe maintenant à l'étude de la configuration extérieure du cervelet. Globalement, l'architecture extérieure du cervelet ressemble à l'architecture extérieure du cerveau. Cette ressemblance est due à la formation du cervelet par trois parties. Deux parties latérales qui ressemblent aux hémisphères cérébraux. Ces deux parties latérales, qui sont appelées les hémisphères cérébelleux, sont reliées par une partie centrale qui ressemble à la partie centrale qui relie les deux hémisphères cérébraux. Le cervelet est de couleur grisâtre rosé. Il est de consistance ferme. Il présente un aspect lamelleux du fait de sa traversée par de nombreux sillons transversaux. Il y en a certains qui sont plus profonds que les autres. Ces sillons permettent une division du cervelet en lobes, en lobules, en lames et en lamelles. Sur cette vue supérieure du cervelet, je peux mesurer le diamètre sagittal ou bien le diamètre antéro-postérieur du cervelet qui peut être estimé entre 5 et 6 cm en moyenne. Je peux également, sur cette vue supérieure, mesurer le diamètre transversal qui mesure en moyenne 10 cm. Sur cette vue postérieure du cervelet, je peux mesurer le diamètre vertical ou bien la hauteur du cervelet qui mesure en moyenne 6 à 7 cm. Le cervelet pèse en moyenne entre 140 et 150 grammes. Je passe maintenant à l'étude des faces et des bords. Il faut savoir que le cervelet présente à décrire 3 faces et un seul bord. Cette vue latérale montre les 3 faces du cervelet. Nous avons la face antérieure du cervelet, nous avons la face supérieure et nous avons la face inférieure. Je commence par l'étude de la face antérieure du cervelet. Sur cette vue latérale du cervelet et du tronc cérébral, remarquez bien comment la face antérieure du cervelet est plaquée contre la face postérieure du tronc cérébral. Plus exactement, elle est plaquée contre le 4e ventricule, qui est visible sur cette vue postérieure de l'ensemble du tronc cérébral. Voici la face antérieure du cervelet. Il faut savoir que cette face antérieure ne peut être visible qu'après l'ablation du tronc cérébral et la section des différents pédoncules cérébelleux. Cette face antérieure du cervelet présente à décrire sur la ligne médiane ce qu'on appelle le voile médulaire supérieur. Ce voile constitue la partie supérieure du toit du 4e ventricule. De part et d'autre de la ligne médiane, la face antérieure du cervelet présente à décrire de chaque côté les 3 pédoncules cérébelleux. Nous avons le pédoncule cérébelleux supérieur, le pédoncule inférieur et le pédoncule moyen qui sont sectionnés sur cette vue. Voici une pièce de dissection d'un cervelet réel qui montre les différents éléments de la face antérieure du cervelet. Nous avons sur la ligne médiane le voile médulaire supérieur. De part et d'autre, on trouve 3 pédoncules cérébelleux, le supérieur, le moyen et l'inférieur. Je passe maintenant à l'étude de la face supérieure du cervelet. Voici une coupe sagittale médiane de la fosse cérébelleuse ainsi qu'une coupe frontale de l'encéphale. Sur ces deux coupes, la face supérieure du cervelet est marquée en rouge. Regardez bien le rapport de la face supérieure du cervelet avec la tente du cervelet qui est colorée en vert ici, qui est colorée en bleu ici. Il faut savoir que la tente du cervelet est une formation durmérienne, c'est-à-dire qui se forme à partir de la durmère, qui est une enveloppe méningée
et cette tente du cervelet va séparer la fosse cérébileuse qui contient le cervelet et le tronc cérébral de la fosse cérébrale qui contient le cerveau. Cette vue supérieure du cervelet montre la division de la face supérieure du cervelet en deux parties. Une partie médiane qui est saillante et une autre latérale qui est plane. Je passe maintenant à l'étude de la face inférieure du cervelet. Cette face inférieure repose sur les fosses cérébileuses de l'os occipital. Ces deux fosses cérébileuses sont visibles sur cette vue supérieure de la base du crâne et elles sont marquées par les deux étoiles jaunes. Voici deux vues inférieures du cervelet avec le tronc cérébral. Sur cette vue, je peux identifier la face inférieure du cervelet qui est marquée par les étoiles jaunes. Cette face inférieure du cervelet présente à décrire sur la ligne médiane une dépression qui est large, qui est profonde, qu'on appelle la vallécule du cervelet. Cette vallécule du cervelet va épouser le tronc cérébral. Autrement dit, le tronc cérébral va s'encastrer dans cette dépression médiane, qui est la vallécule du cervelet. Latéralement, il faut savoir que la face inférieure est convexe. La face supérieure du cervelet est séparée de la face inférieure du cervelet par ce qu'on appelle la fissure horizontale. La voilà sur cette pièce de dissection, sur une vue postérieure. Cette fissure horizontale était appelée autrefois le bord circonférentiel. Je passe maintenant à l'étude de la division anatomique ou bien morphologique du cervelet. Le cervelet est formé par une masse fissurée qu'on appelle le corps et par des pédoncules cérébileux. Ces pédoncules cérébileux vont relier le cervelet au tronc cérébral. Je commence par l'étude du corps du cervelet. Le corps du cervelet est composé par trois structures anatomiques. La première structure, c'est une structure médiane qu'on appelle le vermis. De part et d'autre du vermis, on trouve les deux autres structures. Ce sont des structures latérales qu'on appelle les hémisphères cérébileux. Sur une vue antérieure du cervelet, je peux identifier sur la ligne médiane le vermis, qui est la partie centrale. De part et d'autre du vermis, je trouve les hémisphères cérébileux. Sur une vue inférieure du cervelet, voici toujours sur la ligne médiane le vermis. De part et d'autre, je trouve les hémisphères cérébileux. Je commence par l'étude du vermis. Le vermis, le voilà, est appelé également le lobe moyen. Bien sûr, le lobe moyen du cervelet. Le vermis va unir les deux hémisphères cérébileux, droit et gauche. Je passe maintenant à l'étude des hémisphères cérébileux. Il faut savoir que les hémisphères cérébileux correspondent à de volumineuses masses arrondies et qui sont fortement convexes en arrière. Les deux hémisphères cérébileux sont parcourus par de nombreux sillons, dont le plus important de ces sillons correspond à la fissure horizontale ou bien au bord circonférentiel. Les deux hémisphères cérébileux sont séparés par deux incésures ou bien deux échancrures dont on distingue l'incésure cérébileuse antérieure et l'incésure cérébileuse postérieure.
Remarquez bien comment l'incisure cérébileuse postérieure est plus importante, plus profonde et plus large que l'incisure cérébileuse antérieure. Voici une coupe sagittale médiane qui montre la division du cervelet en lobes. Il faut savoir que l'ensemble du cervelet, y compris vermis et hémisphère cérébilleux, peut être divisé en 3 lobes, dont on distingue un lobe antérieur, un lobe postérieur et un lobe floculo-nodulaire. On va voir par la suite d'où vient cette appellation de lobe floculo-nodulaire. Cette diapositive montre la division du cervelet en lobes, et ceci sur une coupe sagittale médiane, ainsi que sur une vue supérieure d'un cervelet étalé. Donc voici un cervelet étalé d'avant en arrière. Ce que vous voyez en rouge brique correspond au lobe antérieur. Ce que vous voyez en jaune ou bien en saumon correspond au lobe postérieur. Ce que vous voyez en bleu sur les deux images correspond au lobe floculo-nodulaire. Regardez bien ici, en agrandissement, comment il semble le lobe floculo-nodulaire. En fait, le lobe floculo-nodulaire semble constitué par 3 parties, une partie centrale et 2 parties latérales et symétriques. Sur cette vue antérieure du cervelet, je peux identifier le lobe floculo-nodulaire, le voilà, qui est coloré en mauve avec ces 3 parties. Sur cette vue supérieure d'un cervelet étalé, je peux voir la division de chacun des lobes du cervelet en 2 parties. Une partie centrale qu'on appelle la partie vermienne, voilà, et 2 parties latérales. Donc 2 parties latérales qui correspondent à la partie hémisphérique de chacun de ces lobes. Les lobes du cervelet sont séparés par des sillons ou bien des fissures qui sont plus ou moins profondes. Le lobe antérieur est séparé du lobe postérieur par la fissure primaire. La voilà sur la coupe sagittale et la voilà sur la vue supérieure d'un cervelet étalé. Le lobe postérieur est séparé du lobe floculo-nodulaire par la fissure postéro-latérale. La voilà sur la coupe sagittale et la voilà sur la vue supérieure d'un cervelet étalé. Selon M. Larsel, chaque lobe cérébilleux peut être subdivisé en lobules. Ce tableau résume la subdivision du cervelet en lobes et en lobules. Sur cette vue supérieure d'un cervelet étalé, je peux étudier la subdivision de chacun des lobes du cervelet en lobules. Je commence par l'étude des lobules du lobe antérieur. Toujours le lobe antérieur est coloré en rouge brique. Il faut savoir que les lobules de ce lobe s'organisent en 2 parties, une partie vermienne et une partie hémisphérique latérale. Je commence par les lobules de la partie vermienne. D'avant en arrière, je trouve la lingula, derrière laquelle je trouve le lobule central, derrière lequel je trouve le culmen. Maintenant, les lobules de la partie latérale hémisphérique sont représentés d'avant en arrière par l'aile du lobe ou bien du lobule central, derrière lequel je trouve le lobule quadrangulaire antérieur ou bien le lobule quadrilatère antérieur. C'était en ce qui concerne la subdivision du lobe antérieur. Je passe maintenant à la subdivision du lobe postérieur qui est coloré en saumon. Je commence par les lobules de la partie vermienne. Toujours d'avant en arrière, je trouve le déclive,
derrière lequel je trouve le folium, derrière lequel je trouve le tubaire, ensuite la pyramide et enfin l'uvule. C'était en ce qui concerne les lobules de la partie vermienne. Maintenant, en ce qui concerne les lobules de la partie latérale ou bien hémisphérique, toujours d'avant en arrière, je trouve le lobule quadrilatère ou bien quadrangulaire postérieur, derrière lequel je trouve le lobule semi-lunaire supérieur, derrière lequel je trouve le lobule semi-lunaire inférieur, derrière lequel je trouve le lobule gracile ou bien le lobule grêle. Ensuite, je trouve le lobule digastrique. Enfin, je trouve la tonsille cérébileuse ou bien l'amygdale cérébileuse. C'était en ce qui concerne la subdivision en lobules du lobe postérieur. Il me reste maintenant le lobe floculo-nodulaire qui est coloré en bleu. C'est un petit lobe qui peut être divisé en deux lobules. Donc un lobule vermien ou bien central, c'est un nodule. Pardon. De part et d'autre, je trouve le floculus. Les lobules du cervelet qui sont les plus facilement repérables sur un vrai cervelet ou bien sur une maquette de cervelet sont représentés par les tonsilles cérébileuses ou bien les amygdales cérébileuses, les voilà, ainsi que les floculus, les voilà. Sur une vue inférieure du cervelet, je peux repérer ici les tonsilles cérébileuses ou bien les amygdales cérébileuses. Et ici, je peux voir également les floculus. Je passe maintenant à l'étude des pédoncules cérébileux. Cette vue schématique du cervelet et du tronc cérébral montre les différents pédoncules cérébileux colorés. Cette pièce de dissection cadavérique montre les différents pédoncules cérébileux marqués par les étoiles oranges. Voici une vue postérieure du tronc cérébral après l'ablation de l'hémicervelet droit et la section des pédoncules cérébileux droits qui sont visibles ici, qui sont marqués par les étoiles jaunes. Il faut savoir que les pédoncules cérébileux correspondent à des formations paires, c'est-à-dire disposées de chaque côté ou bien de part et d'autre de la ligne médiane. Il faut savoir que les pédoncules cérébileux vont unir le cervelet à la face postérieure du tronc cérébral. Voici une vue antérolatérale du tronc cérébral ainsi qu'une vue postérieure du tronc cérébral. Ces deux vues permettent de mettre en évidence les pédoncules cérébileux, bien sûr après l'ablation du cervelet et la section des pédoncules cérébileux. Il faut savoir que les pédoncules cérébileux sont au nombre de 3 de chaque côté, de haut en bas. Je trouve le pédoncule cérébileux supérieur, voilà. Ensuite, le pédoncule cérébileux moyen, le voilà. Enfin, le pédoncule cérébileux inférieur, le voilà. Sur une vue antérieure du cervelet, voici les pédoncules cérébileux supérieurs, au-dessous desquels je trouve les pédoncules cérébileux inférieurs, en dehors desquels je trouve les pédoncules cérébileux moyens. Je commence par l'étude des pédoncules supérieurs. Voici une vue supérieure du tronc cérébral ainsi qu'une vue antérieure du cervelet. Ces deux vues montrent les pédoncules cérébileux supérieurs marqués par les étoiles rouges. Les voilà. Donc il faut savoir que les pédoncules cérébileux supérieurs se confondent
avec des pédoncules cérébraux. Voici les pédoncules cérébraux supérieurs visibles sur la face postérieure du tronc cérébral et voici les pédoncules cérébraux du mésencéphale. Il faut savoir que les pédoncules cérébraux supérieurs limitent latéralement la partie supérieure du toit du quatrième ventricule. Je passe maintenant à l'étude des pédoncules cérébraux moyens. Voici une vue antérieure du cervelet ainsi qu'une vue antérolatérale du tronc cérébral sur lesquels les pédoncules cérébraux moyens sont marqués par l'étoile rouge. Ces pédoncules cérébraux moyens sont les plus volumineux des pédoncules cérébraux et se continuent en avant avec le pont ou bien la protubérance annulaire du tronc cérébral. Je passe maintenant à l'étude des pédoncules cérébraux inférieurs. Sur cette vue antérolatérale du tronc cérébral, les pédoncules inférieurs sont marqués par l'étoile jaune. Remarquez bien comment ils sont courts. Ces pédoncules cérébraux inférieurs se continuent en bas avec les corps restiformes de la moelle allongée ou bien du bulbe rachidien du tronc cérébral. Les pédoncules cérébraux établissent une connexion entre le cervelet et le reste du système nerveux central. Autrement dit, ces pédoncules permettent au cervelet de communiquer avec le reste du système nerveux central. Je passe maintenant à l'étude de la configuration intérieure du cervelet. Il faut savoir que comme l'ensemble du névrax, le cervelet est formé par deux substances, une substance blanche et une autre substance grise. Je commence par l'étude de la substance blanche du cervelet. Pour cela, j'ai réalisé une coupe sagittale au niveau du cervelet. Donc, la substance blanche est située au centre du cervelet et elle forme ce qu'on appelle le centre médulaire. À partir de ce centre médulaire, la substance blanche va envoyer des ramifications lamelleuses vers la périphérie du cervelet, donnant cet aspect qu'on appelle l'arbre de vie. Voici une coupe passant par un cervelet réel. Remarquez bien la disposition de la substance blanche en arbre de vie. Cette substance blanche contient des fibres nerveuses myélinisées. Je passe maintenant à l'étude de la substance grise du cervelet. Cette dernière se répartit en deux zones, une zone périphérique et une zone centrale. Je commence par l'étude de la zone périphérique de la substance grise. Voici la zone périphérique sur une coupe sagittale. Et la voilà qui est colorée en gris à la périphérie de cette coupe horizontale passant par le cervelet. Il faut savoir que cette zone périphérique de la substance grise est appelée le cortex cérébreux ou bien l'écorce. Ce cortex est très plissé. Je passe maintenant à l'étude de la zone centrale de la substance blanche. La voilà. Cette zone centrale forme des noyaux gris centraux qui sont situés à l'intérieur de la substance blanche du cervelet. Il faut savoir que les noyaux gris centraux du cervelet sont représentés par 4 paires, dont on distingue sur la ligne médiane ou bien au niveau du vermis. On distingue la première paire représentée par les noyaux fastigiaux. Donc on dit noyau fastigial ou bien noyau du toit ou bien noyau du faîte, c'est la même chose.
De part et d'autre des noyaux fastigiaux, je trouve d'abord le noyau globuleux ou bien le noyau globulus, en dehors duquel je trouve le noyau emboliforme ou bien le noyau embolus. Enfin, je trouve le noyau denté ou bien le noyau dentelé ayant la forme de bourse plissée. Je passe maintenant à l'étude de la division fonctionnelle du cervelet. Le cervelet peut être divisé en 3 parties selon leur apparition successive dans le temps. Donc, la division fonctionnelle, elle se fait selon un ordre phylogénétique. Les 3 parties du cervelet sont représentées par l'archéocérébellum, le paléocérébellum et le néocérébellum. Cérébellum, c'est toujours signifié ou bien signifie toujours cervelet. L'archéocérébellum, au cours du développement du cervelet, apparaît ou bien il se développe avant le paléocérébellum. Et le paléocérébellum, il se développe après l'archéocérébellum et avant le néocérébellum. Enfin, le néocérébellum, il se développe, il se forme après la formation du paléo et de l'archéocérébellum. Voici une vue latérale schématique du cervelet qui explique la division fonctionnelle de ce dernier. Donc sur cette vue, je peux identifier l'archéocérébellum qui est coloré en orange. Ensuite, le paléocérébellum qui est coloré en marron. Enfin, le néocérébellum qui est coloré en rose. Il faut savoir que ces 3 parties, c'est-à-dire l'archéo, le paléo et le néocérébellum, sont complètement distinctes sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire il assure donc 3 fonctions différentes. Je commence par l'étude de l'archéocérébellum. Pour cela, j'aurai besoin d'une vue supérieure d'un cervelet étalé ainsi que d'une vue antérieure du cervelet. Bien sûr, après la section des pédoncules cérébelleux et l'ablation du tronc cérébral. Il faut savoir que l'archéocérébellum, qui est un lobe fonctionnel, correspond en fait au lobe floculo-nodulaire qui est un lobe morphologique. Voici l'archéocérébellum ici, qui correspond au lobe floculo-nodulaire, et le voilà en brique sur la vue antérieure du cervelet. Le floculo-nodulaire avec ses 3 parties qui correspondent à l'archéocérébellum lui-même. L'archéocérébellum est le centre de contrôle de notre équilibration, c'est-à-dire il est responsable de la position de la tête et de ses déplacements dans l'espace. Il faut savoir que l'archéocérébellum est relié au noyau fastigiaux pour assurer cette fonction-là. Je passe maintenant à l'étude du paléocérébellum qui est marqué par les étoiles rouges sur les 2 vues, ici. Il faut savoir que le paléocérébellum correspond morphologiquement au lobe antérieur entier. Le voilà, le lobe antérieur entier. Le voilà ici. Au lobe antérieur entier s'ajoute une partie du lobe postérieur. La voilà. Donc le paléocérébellum est formé par le lobe antérieur entier avec une partie du lobe postérieur morphologique. Le paléocérébellum assure la régulation de notre tonus de posture, c'est-à-dire il est responsable de la régulation des activités musculaires qui sont nécessaires à la position debout. Pour assurer ce rôle, le paléocérébellum
doit être relié au noyau, globulus et embolus. J'arrive enfin à l'étude du néocérébellum qui est marqué par les étoiles jaunes sur les deux vues. Il faut savoir que le néocérébellum correspond morphologiquement à la majeure partie du lobe postérieur. Voici le néocérébellum sur la vue antérieure en bleu et en rose sur la vue supérieure d'un cervelet étalé. Le néocérébellum assure la coordination de nos mouvements volontaires. Pour cela, il est relié au noyau dentelé ou bien au noyau denté. Votre attention, s'il vous plaît. Il ne faut pas confondre la division fonctionnelle du cervelet en 3 lobes avec sa division anatomique en 3 lobes. Cette dernière, c'est une division qui est purement morphologique. J'arrive au chapitre des rapports. Le cervelet présente des rapports avec les méninges. Ainsi, le cervelet se trouve en rapport avec la pymère qui est colorée en rouge. La pymère qui va entourer le cervelet. Également, il est en rapport avec l'arachnoïde. Et enfin, il est en rapport avec la durmère, qui est la couche la plus externe des enveloppes méningées. Le cervelet est en rapport également avec les formations durmériennes qui sont représentées par la faux du cerveau, la voilà en vert, la voilà sur la coupe frontale, ainsi qu'avec la tente du cervelet, la voilà en bleu, et la voilà ici, la tente du cervelet. Le cervelet également entre en rapport avec les formations sous-arachnoïdiennes, dont la plus importante est représentée par la citerne cérébello-médulaire ou bien la grande citerne. Il faut savoir que cette citerne cérébello-médulaire correspond à une cavité plus ou moins vaste de l'espace sous-arachnoïdien et qui est remplie par le liquide céphalo-rachidien. Le cervelet entre également en rapport avec les formations choroïdes du toit du 4e ventricule, représenté par le plexus choroïde qui est visible en rose ici sur la coupe sagittale, voilà, et qui est visible ici sur la vue postérieure du 4e ventricule. En plus du plexus choroïde, le cervelet entre en rapport également avec la toile choroïdienne inférieure. Enfin, le cervelet entre en rapport avec les autres parties de l'encéphale, représentées par le cerveau en haut, le tronc cérébral en avant, ainsi que le 4e ventricule en avant également. Le voilà sur une coupe sagittale et le voilà sur une vue antérieure du cervelet. J'arrive maintenant à la vascularisation du cervelet. La vascularisation artérielle du cervelet est assurée principalement par 3 artères cérébelleuses. De bas en haut, on distingue l'artère cérébelleuse postéro-inférieure. Cette artère est une branche de l'artère vertébrale. La deuxième artère responsable de l'irrigation artérielle donc du cervelet est représentée par l'artère cérébelleuse antéro-inférieure. Finalement, et la troisième artère est représentée par l'artère cérébelleuse supérieure. Il faut savoir que l'artère cérébelleuse supérieure ainsi que l'artère cérébelleuse antéro-inférieure correspondent à des branches de l'artère basilaire. J'arrive finalement au chapitre de drainage veineux du cervelet.
Le drainage veineux du cervelet est assuré principalement par 3 veines. La première veine, la voilà. Il s'agit de la veine inférieure du vermis. Cette veine se jette ou bien se draine dans le confluent des sinus. La deuxième veine est représentée par la veine supérieure du vermis. La troisième veine, la voilà, elle est représentée par la veine précentrale du cervelet. La veine précentrale du cervelet ainsi que la veine supérieure du vermis se jettent ou bien se drainent toutes les deux dans la grande veine du cerveau. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne révision.